Contrairement à ses prédécesseurs, Bayrou ne se laisse pas faire par Macron. Par exemple, il nomme lui-même son directeur de cabinet. Est-ce une si mauvaise chose que l'on ait enfin un Premier ministre qui dirige et donc amoindrit le pouvoir de Macron? Par ailleurs, il propose certaines choses intéressantes, proportionnelles, banque de la démocratie. Alors, voilà une défenseuse de Bayrou, pourquoi pas, chacun peut avoir son opinion. Il y a du vrai dans ce que dit cet internaute, c'est que, je l'avais expliqué, je n'ai pas été le seul, mais enfin j'ai été parmi d'autres à l'expliquer, c'est qu'il y a quand même une différence entre Barnier et Bayrou. Il y a même plusieurs différences. La première différence, c'est que Barnier n'a jamais été président de parti politique. Bon, il a fait essentiellement une carrière de haut fonctionnaire et de ministre, mais il n'a pas été à la manœuvre. C'est pas lui qui a dirigé un parti politique. Voilà. Donc je pense qu'il a des raisonnements politiciens qui sont peut-être moindres, des réflexes politiciens qui sont moindres que ceux de François Bayrou, qui lui a créé son parti. Il a été à la manœuvre. C'est lui qui a créé le MoDem. Il en est le patron. Voilà. Donc on n'a déjà pas le même point de départ. Deuxièmement, c'est pas non plus les mêmes parcours professionnels. Voilà, Michel Barnier a été nombreuses fois ministre. Il a eu des postes prestigieux. Il a été ministre des Affaires européennes, ministre des Affaires étrangères. Il a été commissaire européen. Il a été vice-président de la Commission européenne. Il a été négociateur officiel en charge du Brexit. Donc, il a un palmarès extraordinaire. Il avait un palmarès extraordinaire avant d'arriver à Matignon. Monsieur Bayrou, lui, a eu un ancrage plus local. Il a été, quoique Barnier avait aussi été d'ailleurs président du Conseil général de la Haute-Savoie, donc il a aussi un ancrage local. Mais monsieur Bayrou, en 42 ans, je crois, ou 43 ans de vie politique, n'a été ministre que 2 fois, et une première fois de 1993 à 1997 au ministre de l'Éducation nationale. En fait, il a fait la fin de Mitterrand et le début de Chirac au poste de ministre de l'Éducation nationale. Et deuxièmement, il a été garde des Sceaux avec Macron, mais ça a duré très peu de temps. Ça a duré 1 mois, puisqu'ensuite, il a dû démissionner à cause des affaires concernant le scandale sur les attachés parlementaires, je crois, au Parlement européen. Donc la carrière de M. Bayrou est moins convaincante du point de vue du ministère et du point de vue des affaires, en définitive, des affaires au sens large, de la gestion du char de l'État. C'est moins convaincant que Barnier. Par ailleurs, M. Bayrou n'a pas la même réputation que Michel Barnier. Il a la réputation d'être quelqu'un d'assez ondoyant. Ça fait partie de certains des commentaires désobligeants que vous lisez souvent s'agissant de M. Bayrou. Il est souvent répertorié comme aimant en fait bouffer à tous les râteliers, comme je l'ai lu un nombre de fois incalculable, avec beaucoup de traîtrise, beaucoup de trahison, des alliés qu'il a eus. Il a été un peu à droite, à gauche. Enfin, c'est un peu la destinée des centristes. Il a quand même pas mal joué et un peu trahi les gaullistes. Enfin voilà, il s'est donc taillé quand même une réputation assez mauvaise auprès de beaucoup de gens. Ce qui n'est pas le cas de Michel Barnier, qui, lui, est resté finalement très fidèle à sa famille d'origine, c'est-à-dire le RPR, les gaullistes, le RPR, puis l'UMP, puis les Républicains. Il est resté fidèle à une famille qui, elle, n'est pas restée fidèle à sa ligne directrice. Bon, c'est ça qu'on peut reprocher à Barnier, c'est que aujourd'hui, dire que les Républicains sont un parti gaulliste, bon, c'est tout simplement faux. C'est un mensonge. Voilà. Ce n'est pas un parti gaulliste. Voilà. De même que le Parti communiste français n'est pas un parti communiste. Voilà. Un parti communiste, c'est un parti qui applique la doctrine marxiste-léniniste, avec donc ce qu'était le Parti communiste français jusqu'en 1976, lorsqu'ils ont abandonné le dogme de la dictature du prolétariat. On peut le comprendre qu'en termes politiques et marketing, ça faisait pas très chic, mais en termes de marxisme scientifique, je suis désolé, si on est un marxiste-léniniste de grande obédience et donc on est communiste, on peut pas faire fi de ce genre de raisonnement, puisque je rappelle que la théorie marxiste-léniniste prétend avoir découvert une loi scientifique de l'histoire. Bon.
On peut être pour, on peut être contre, ça c'est encore une autre chose. Le Parti communiste français à notre époque est un parti qui s'est mis à la suite de la woke culture, LGBT culture, qui s'est mis à la suite de tas de trucs sociétaux. Mais la lutte des classes, c'est pas quelque chose qu'on entend très souvent dans la bouche de M. Fabien Roussel, par exemple. On l'entendra davantage chez Mme Nathalie Arthaud, qui est plus fidèle d'une certaine façon à ce qu'est un parti communiste. Voilà. Bah, c'est pareil pour le gaulliste. Je suis désolé, les Républicains n'ont strictement plus rien de gaulliste. Voilà. C'est tout le contraire même. Le parti, les Républicains, c'est un parti qui s'inscrit beaucoup plus dans la lignée des pires ennemis du général de Gaulle, c'est-à-dire le MRP, les centristes pro-américains, pro-européens, etc., etc. Donc voilà. Alors, Barnier, lui, est resté fidèle à cette famille qui a été infidèle à son point de départ. Bayrou, lui, il est surtout fidèle à la promotion de sa propre personne. Alors, il y a aussi autre chose, c'est les personnalités. Monsieur Barnier, que je connais un petit peu, c'est quand même quelqu'un qui est assez diplomate, il l'a d'ailleurs été, et qui a quand même tentation à essayer de faire prévaloir quelques convictions. On m'a beaucoup reproché, quelques centaines de personnes orientées m'ont beaucoup reproché d'avoir, paraît-il que j'aurais été enthousiaste de la nomination de Barnier. J'ai jamais été enthousiaste de la nomination de Barnier. J'ai dit simplement, et je le redis, et ça sera à faire, je le referai, que personnellement, je pensais donner sa chance à Barnier pour voir, puisque Barnier avait fait cette chose extraordinaire, je le répéterai sans arrêt, c'était de dire qu'il fallait mettre de côté l'application des articles des traités européens pour régler la question migratoire. Il l'avait dit au moment où il briguait l'investiture des Républicains pour la présidentielle de 2022. Et donc moi, ce que j'ai fait lorsqu'il avait été nommé, je l'ai mis au pied du mur. Voilà. Il a été mis au pied du mur. En fait, il a trahi, il a montré qu'en fait, il n'appliquait absolument pas la promesse qu'il avait faite. Dont acte, dont j'en ai tiré acte. Après, j'ai considéré qu'il fallait se débarrasser. Et j'ai félicité Mme Le Pen, et je le refais aujourd'hui, d'avoir censuré Michel Barnier. Avec M. Bayrou, on a autre chose. M. Bayrou est un pur européiste. On voit que Barnier a quand même des distances par rapport à la construction européenne. Il n'a pas complètement oublié son origine, alors que Bayrou, lui, c'est un ultra européiste et ultra atlantiste. Hein, donc jamais vous n'avez eu dans la bouche de M. Bayrou l'idée qu'il fallait ne pas appliquer les traités européens. Voilà, donc on n'est pas du tout dans le même type de personnage. Et par ailleurs, M. Bayrou, il a enfin la dernière différence avec Barnier, c'est qu'il arrive après Barnier, justement. C'est-à-dire que tout le monde l'a noté, c'est le 4e Premier ministre français de l'année 2024. C'est du sans précédent dans la Ve République. Et c'est peut-être même, il faudrait que je revérifie les grimoires, les chroniques, mais je ne suis même pas sûr qu'il y ait eu 4 présidents du Conseil en une seule année du temps de la 4e République. Ça veut donc dire que M. Macron il a bousillé le principe de la Ve République. Voilà. D'ailleurs, la presse suisse a qualifié Macron de fossoyeur de la Ve République. Alors, Bayrou arrive donc comme 4e Premier ministre de cette année 2024, ce qui lui donne un petit avantage quand même sur Barnier, c'est que Bayrou, il est quasiment inamovible. Enfin, je veux dire, en tout cas, il peut imposer sa volonté à Macron plus facilement que Barnier, puisque si d'aventure Macron s'y opposait, Bayrou n'en fait qu'à sa tête, et Macron n'a pas les moyens politiques de chasser Barnier. D'abord, je rappelle qu'un président de la République, il a le pouvoir de nommer un Premier ministre, il n'a pas le pouvoir de le révoquer. Alors c'est vrai et c'est faux, parce qu'il y a certains présidents de la République qui ont fait signer des lettres de démission en blanc au Premier ministre qu'ils nommaient pour pouvoir l'utiliser à leur guise. Mais si on en reste à la lettre de la Constitution, c'est bien le président de la République qui nomme le Premier ministre, mais il n'est pas mentionné que le président de la République peut révoquer le Premier ministre. Monsieur Bayrou donc peut jouir de cette affaire en imposant sa volonté
à Macron dans un certain nombre de domaines. On l'a d'ailleurs vu, effectivement, on a l'impression qu'il tient la dragée un peu haute, en fait, à Macron. On l'a vu. J'ai vu que M. Macron avait dit qu'il demandait à son Premier ministre de recevoir tous les chefs de partis politiques, à l'exception du Rassemblement national et de LFI. Qu'est-ce que j'ai vu? C'est dès le lendemain ou le surlendemain, M. Bayrou recevait Madame Le Pen et M. Bardella. C'est-à-dire que la presse ne l'a pas souligné, mais c'était quand même une fin de non-recevoir, c'est pour pas dire un bras d'honneur de Bayrou à Macron. Il lui a dit, écoutez, je fais ce que je veux. Et Macron ne pouvait pas lui dire, vous dégagez. Voilà. Parce que déjà, même s'il avait le pouvoir de révocation, il ne pourrait pas le faire, parce que alors là, il serait en première ligne. Et les gens comprendraient qu'il est définitivement complètement siphonné et qu'on ne peut plus travailler avec ce type-là. C'est d'ailleurs ce qu'a dit Mme Borne récemment. Elle a dit que Macron, ça n'allait pas du tout. Il était un peu... Voilà, il y avait un truc qui clochait. Alors, M. Bayrou peut donc se considérer d'une certaine façon comme un peu le seul maître à bord. Et il peut d'autant plus le faire que, là aussi, il n'a pas la même histoire que Barnier, c'est que Bayrou, il a largement participé à la mise sur orbite de Macron en 2017. Il était quand même candidat, d'ailleurs, je rappelle, à la présidentielle de 2017, et puis il avait retiré son projet de candidature pour se mettre derrière Macron. Ce qui signifie d'ailleurs, je suppose, que M. Bayrou a des informations sur quelles étaient les puissances qui soutenaient Macron. Et il a dû considérer comme un maquignon, comme qu'il est, M. Bayrou, il a dû considérer que de toute façon, il y avait des forces extrêmement puissantes qui avaient décidé de faire élire Macron par une manipulation générale des médias et ainsi que des instituts de sondage, ça a marché à la perfection, et que lui, Bayrou, avait donc plutôt intérêt à se mettre dans le sillage de ce truc-là pour essayer d'avoir des miettes, puisque c'est quand même fondamentalement l'un des objectifs que M. Bayrou poursuit depuis des décennies entières, c'est d'avoir des avantages en nature et des moyens de vivre confortablement. Voilà. Alors ça veut dire effectivement que M. Bayrou l'impression qu'il donne, c'est qu'il en fait un peu qu'à sa tête. On a vu que il a donc reçu le RN, ce qui est bien d'ailleurs, il a eu raison de recevoir Mme Le Pen et M. Bardella, mais enfin, et M. Macron a eu tort de le vouloir lui interdire, mais enfin c'est comme ça. J'ai vu aussi que M. Macron, l'Élysée a fait savoir, c'était je crois hier, mardi, aussi, peut-être même lundi, enfin c'était soit lundi soit mardi, que l'Élysée a fait savoir que M. Macron attendait que Bayrou lui propose une première proposition de gouvernement dans la journée. Bayrou, il était parti à Pau, dans sa ville de Pau. Et puis voilà, il n'en a rien fait. Et donc M. Macron, il apparaît comme étant faire des moulinets, mais ça brasse dans le vide. Voilà. C'est-à-dire que M. Macron ne peut plus donner d'ordre à M. Bayrou, parce que M. Bayrou se trouve dans une situation politique telle que Macron ne peut plus rien faire d'autre que d'accepter ce qui se passe. Si cette interprétation est la bonne, cela signifie donc que nous allons probablement, au cours des semaines et peut-être des mois à venir, on risque d'avoir des clashs considérables. Parce que M. Macron étant particulièrement venimeux, c'est quelqu'un qui est faussement sympathique. C'est en fait quelqu'un qui est je l'ai déjà dit 50 fois, mais maintenant tout le monde, y compris un ancien Premier ministre qui le dit, c'est un psychopathe, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. C'est quelqu'un qui doit vouer une haine tenace à Bayrou, ne serait-ce que parce que Bayrou lui a fait une clé d'honneur dans le dos pour se le forcer pour forcer Macron à le nommer Premier ministre. C'est quand même ça qui s'est passé. Même si Bayrou a dit hier non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Évidemment que c'est comme ça que ça s'est passé. Bon, c'est-à-dire que M. Macron voulait nommer, paraît-il, soit Sébastien Lecornu, soit Roland Lescure. Bon, en tout cas pas Bayrou. Donc Bayrou a fait une clé comme on dit, dans le dos de Macron pour être nommé. Donc ça veut dire que je suis sûr à 100%, parce que je connais un peu les allées du pouvoir, il y a toujours des inimitiés entre la présidence de la République et Matignon. Ce sont des personnes qui se marchent sur les pieds. D'autant plus d'ailleurs, malheureusement, c'était beaucoup moins le cas du temps de Gaulle, Pompidou, par exemple,
ou du temps de Giscard-Mesmer. Mais ça avait quand même été le cas du temps, par exemple, de Giscard-Chirac. C'était pas le cas du temps de Gaulle-Pompidou, parce que De Gaulle, c'était De Gaulle, et Pompidou était Pompidou. Mais il y avait d'autres éléments. Il y avait le fait que le président de la République était élu pour 7 ans. Donc il avait la durée pour lui, alors que le Premier ministre, il n'avait une durée qui était au plus limitée à la durée de la législature, qui est maximum de 5 ans. Deuxièmement, on était à une époque où il y avait une grande séparation entre le pouvoir du président de la République, qui s'occupait de l'essentiel, la stratégie de l'État, les alliances internationales, la défense nationale, enfin les grands sujets fondamentaux, alors que le Premier ministre, lui, gérait la politique au jour le jour. Il gérait la politique du gouvernement, selon l'article 20 de la Constitution. Le problème qui s'est passé, c'est qu'à force de transférer des pouvoirs à Bruxelles, à Francfort pour la monnaie, à Washington et à Bruxelles pour l'OTAN, pour l'armée, il y a de moins en moins de pouvoirs qui restent en France. Et donc, le président de la République a eu tendance à s'occuper de choses de plus en plus de détails, parce que sinon, il n'avait plus rien à faire. Donc, il a eu tendance à s'occuper de plus de détails, le pouvoir de nomination, par exemple, mais aussi à mettre son grain de sel sur la politique du gouvernement. Et au même moment, tous les grands choix stratégiques étaient de toute façon préemptés par la Commission européenne, la gestion de la BCE, l'OTAN, ce qui fait que le domaine réservé au président de la République française, en fait, s'était filoché, a quasiment disparu, si on y réfléchit bien. Donc, on a vu le fait que le président de la République s'est un peu emparé des pouvoirs du résiduel eux-mêmes du Premier ministre. Et puis, l'adoption du quinquennat a fait que désormais, le président de la République a un mandat de 5 ans. Et si, dans la foulée, il y a des élections législatives, en fait, le président de la République et le Premier ministre ont le même mandat. Donc, c'est un sujet qui est conflictuel par nature. Voilà. Tout le monde sait dans les allées du pouvoir que l'ambiance entre Nicolas Sarkozy et François Fillon était plus que détestable. C'était la haine absolue qu'il y avait sous des sourires de façade. Mais tout le monde sait, et les gens le savent, dans le monde de la haute fonction publique, des cabinets ministériels, tout le monde savait ça. Tout le monde savait aussi, bien sûr, c'était pourtant pas une période de cohabitation. Alors je parle même pas des périodes de cohabitation entre Chirac et Mitterrand, Chirac et Balladur. D'ailleurs, entre Mitterrand et Balladur, excusez-moi, ça s'est passé finalement pas si mal. Entre Chirac et Jospin, ça se passait mal. Entre Sarkozy et Fillon, ça se passait très mal. Après ça, il y a eu François Hollande et Manuel Valls, et c'était pas non plus au beau fixe. Enfin voilà. Donc il y a un problème conflictuel. Avec Barnier a été, comme c'est quelqu'un d'élégant, plutôt de diplomate, ça s'est plutôt pas mal passé. Mais le problème de Barnier, c'est qu'il s'est rendu compte, il n'a pas compris qu'il n'était pas élu pour ça. Parce qu'en fait, les Français n'avaient pas voté pour avoir Barnier Premier ministre, ni Bayrou d'ailleurs, ni Lucie Castet non plus, ni Bardella non plus. Les Français, ils ont voté en 2024 parce qu'ils ne veulent plus de Macron. Donc normalement, un Premier ministre qui comprend la situation politique devrait avoir à cœur de s'opposer à Macron. Voilà. Donc je pense que si M. Bayrou s'incruste, eh bien il va y avoir des conflits croissants avec Macron, parce que Bayrou va se sentir en position de s'opposer à Macron. Et là je partage un peu le point de vue de cet internaute, c'est que tout ce qui peut rabaisser un peu le caquet de Macron est toujours bon à prendre. Voilà, en gros. C'est pas mal. Maintenant, il y a aussi l'équation de M. Bayrou. Parce que M. Bayrou, les premiers pas qu'il vient de faire, c'est une calamité. C'est absolument incroyable. C'est-à-dire qu'il a, je sais pas, il a une façon de se comporter, de parler. Certaines personnes méchantes trouvent qu'il fait très très âgé parfois. Il a tenu un discours qui était à l'Assemblée nationale pour opposer les territoires à Paris. Enfin, c'était vraiment... Il a répondu à Madame Mathilde Panot. Enfin, franchement, c'était gênant, c'était malaisant, comme disent les jeunes aujourd'hui. C'était vraiment... C'était poussif, c'était pontifiant pour dire des banalités du style « la province, c'est pas Paris ».
Il nous l'a joué sur le thème, voilà, les territoires contre Paris, la vraie vie contre les technocrates parisiens. Il y a un peu de vrai dedans, c'est pas tout à fait faux, mais bon, il l'a fait avec une lourdeur. Et il l'a fait justement parce que l'opposition de LFI, c'était Madame Mathilde Panot, je crois, elle l'avait attaqué sur le fait qu'il n'avait rien trouvé de mieux que de partir à Pau, qui plus est, en utilisant un Falcon à 12 000 € les 52 minutes de vol pour aller à Pau, le même qui après vient nous expliquer qu'il faut réduire les dépenses de l'État. Donc, en même temps, ça a fait scandale parce que c'était plutôt à Mayotte qu'il devait aller, compte tenu des événements tragiques qui se passent dans l'archipel de Mayotte, dans l'océan Indien, l'archipel français. Voilà. Donc là, il a fait des déclarations à l'Assemblée nationale, c'était poussif, niais. Prenons un peu ses interlocuteurs pour des benets, mais c'était lui qui apparaissait plutôt pour un benet, en fait. Donc il a accumulé en quelques jours, il a fait un combo, comme disent les jeunes aujourd'hui, c'est-à-dire ça a commencé par l'affaire du Falcon, ça a continué par le fait de vouloir conserver son poste de maire de Pau, puis de vouloir changer toute affaire cessante, faire une loi pour revenir sur le non-cumul des mandats. Donc pour autoriser le cumul des mandats, il y a quand même des sujets beaucoup plus urgents. Il y a le budget, il y a la dette publique, il y a la Troisième Guerre mondiale, l'attitude vis-à-vis de la Russie, la situation internationale qui est explosive, il y a la situation de l'insécurité, la situation migratoire, le problème des hôpitaux, le problème des écoles. Enfin, et là, qu'est-ce qu'il nous sort ? Il nous sort un truc qui est en fait un plaidoyer pro-domo, parce que monsieur, en fait, Bayrou, dont j'ai rappelé tout à l'heure qu'il a quand même une très solide réputation de bouffer à tous les râteliers. Monsieur Bayrou entend conserver son poste de maire de Pau, de président de la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées, de président du MONEM, de président du Parti démocrate européen. Enfin bon, bientôt il va nous expliquer qu'il va conserver aussi le poste de haut-commissaire au blanc. Ça ne devrait pas être trop compliqué, puisqu'en l'espace de 2-3 ans, il n'a strictement pondu qu'une note indigente de quelques pages, si j'ai bien compris, qui n'apprenait rien à personne. Voilà. Donc il y a aussi la personnalité de monsieur Bayrou. En tout cas, ce qui est probable, on ne sait jamais de ce qui va se passer, mais ce qui est quand même probable, c'est que monsieur Bayrou ne va pas remettre en cause les questions européennes. Voilà. Moi, à mon avis, c'est quand même pas très bien parti. Je voyais que M. Éric Coquerel de la France Insoumise a dit qu'à son avis, le nouveau gouvernement ne passera pas l'hiver. On ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est quand même pas très bon. En plus de ça, M. Bayrou vient d'être accueilli par une salve de dégradation de la note française, par Moody's notamment, qui avait dégradé la note de AAA2 à AA3. Et puis je vois qu'aujourd'hui, je crois que Moody's a baissé les notes de 7 banques françaises, parce que ça n'est pas très très bon. Et on apprend par l'INSEE aujourd'hui, qui vient dans le même sens que la Banque de France il y a quelques jours, l'INSEE a appris aujourd'hui qu'elle a revu à la baisse drastiquement le taux de croissance de la France. Il était prévu à 1,2% du produit intérieur brut en 2025, ce qui n'était déjà pas mirobolant. Et donc maintenant, ça ne serait plus que 0,9. Voilà, la croissance est au point mort du point de vue de la consommation. Donc tout ça, s'il y a une faible croissance, ça veut dire qu'il va y avoir de moindres rentrées fiscales. Et s'il y a de moindres rentrées fiscales, ça veut dire qu'on risque d'avoir encore une augmentation de la dette. Donc c'est à ça que M. Bayrou devrait consacrer ses plus vives préoccupations. Et puis déjà, il faudrait qu'il nomme un gouvernement. Parce qu'il a quand même été nommé, que je sache, c'était samedi ou vendredi dernier, je ne me rappelle plus. Ah oui, c'était le vendredi 13, oui, absolument, porte-chance ou porte-malchance. Le vendredi 13, nous sommes aujourd'hui le mercredi 18, ça fait 5 jours. Alors je sais qu'il y a des listes qui circulent assez extraordinaires à l'Assemblée nationale, au Sénat, des listes qui, paraît-il, seraient des ballons d'essai. Voilà, alors on y voit que M. Wauquiez ne ferait pas partie du gouvernement, pas plus que M. Lecornu, que M. Roland Lescure serait à Bercy, que M. Darmanin s'emparerait du ministère des Affaires étrangères, que Mme Borne deviendrait ministre des Armées. Alors, je ne sais pas quel crédit qu'il faut accorder à tout ça, mais enfin, ça circule. Ça circule, ça fait un peu la cour du roi Péto. On a l'impression que tout ça, c'est la maison des rumeurs. Vu de l'étranger, tout ça est quand même très très mauvais, parce que, encore une fois, M. Bayrou, pour l'instant,
Tout ce qu'il a fait était une bêtise, était nul. Voilà. Il n'y a rien de. Alors peut-être ça va s'améliorer, mais c'est quand même mal parti pour le moment.